Je suis généticien des populations. J'ai travaillé dans ma vie sur la spéciation, les mécanismes de spéciation, c'est-à-dire, mécanisme de spéciation, c'est l'origine des espèces. C'est un phénomène qui prend très très longtemps. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle la sélection sexuelle. La sélection sexuelle, c'est le mécanisme par lequel les organismes s'adaptent à se retrouver dans la nature. Vous savez, c'est très difficile. Quand on est dans la nature, qu'on appartient à une espèce, on n'a pas la notion d'espèce, mais il faut qu'on trouve un partenaire pour faire des petits. Alors, il y a des mécanismes d'évolution, qu'on appelle les mécanismes de sélection sexuelle, qui font que, dans les espèces, la communication se développe entre les mâles et les femelles. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Je suis parti en post-doctorat à Harvard, dans un laboratoire qui était en flèche à l'époque sur l'étude de la variation, qui était le laboratoire de Richard Lewontin. Ça, c'est il y a déjà un certain temps, et cela m'a permis d'être parmi les premiers chercheurs à travailler sur le polymorphisme de séquences et son rôle dans l'évolution, et la manière dont on peut l'utiliser pour détecter la sélection naturelle. Et depuis quelques années, je rejoins le muséum, je suis ici, j'ai été ici directeur de département scientifique et je travaille sur l'écologie moléculaire des espèces que l'on trouve dans un certain nombre d'écosystèmes qui sont bien loin d'ici, mais qui sont très importants. C'est d'une part les récifs coralliens et d'autre part la forêt dense humide d'Afrique centrale. Alors, tout ça, c'est ce qui fait que je suis au muséum. Je travaille sur le site de Jardin des Plantes et je vais vous présenter un cycle de 3 cours. Le premier aujourd'hui sera sur la variation, pourquoi chaque être est unique. Alors pour vous dire, le thème sur la variation est le premier par lequel il faut passer logiquement avant de parler de la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est une grande question scientifique, comme vous savez, et c'est une grande question qui passionne beaucoup de gens. C'est une grande question qui a beaucoup évolué dans sa thématique scientifique entre la période de Darwin et la période contemporaine. Le mot de variation a vraiment été popularisé dans la littérature scientifique par Darwin. S'il y a quelque chose que l'on lui doit, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous n'en parlons pas de la même manière qu'il en parlait. C'est pour ça que je vais plutôt vous parler de la science contemporaine. Je suis heureux de parler à l'endroit où, il y a un peu plus de 2 siècles, Lamarck a présenté les premières conceptions sur l'évolution. Souvent, un peu à tort, on lui attribue aussi les premières idées sur l'hérédité. Le mot d'hérédité n'avait pas du tout le même sens à l'époque de Lamarck, mais il y a une idée qui a été popularisée énormément à cette époque et après, pendant tout le XIXe siècle, par des chercheurs sur ce site de la rive gauche, pas sur le site du muséum, mais de notre environnement. Ce sont les chercheurs aliénistes de la Pitié-Salpêtrière. Darwin, lui, a introduit à cette époque-là le terme de variation. Il cherchait aussi quelque chose qui correspondait à la diversité dans les populations. Alors, bon, vous connaissez tous des exemples de variations. Il est évident qu'ici, je vais parler de variations à l'intérieur d'une même espèce. Et tous les exemples que je vais vous présenter correspondent à la variation à l'intérieur d'une même espèce. Alors, la perception ancienne qu'on a de la variation traditionnelle, c'est celle que nous apercevons. La variation donne lieu à polymorphisme. Cette notion de variation, nous la fréquentons continuellement. Si vous regardez autour de vous dans une assemblée nombreuse, vous vous rendrez compte que, contrairement à ce qu'on voit sur cette image, les gens diffèrent par leur visage, par leur aspect, par leur taille, par tout un tas de caractères. Le bon sens nous enseigne que ces traits sont transmis d'une génération à l'autre. En tout cas, nous les connaissons bien en ce qui concerne l'espèce humaine parce qu'ils nous permettent de reconnaître les gens. Donc, d'où viennent ces différences génétiques entre les individus? Alors, l'expérience nous apprend aussi que les descendants ressemblent à leurs parents. Par exemple, messieurs Douglas, père et fils, Kirk Douglas et Michael Douglas. Et puis on peut
On peut citer aussi 3 générations. Là, c'est intéressant parce que ce sont 3 générations, ils se ressemblent assez. Le père du président actuel, le président actuel et l'autre fait de la politique, mais pour l'instant, il est simplement le fils du président actuel. Alors, l'expérience nous apprend aussi que les descendants ressemblent à chacun de leurs parents, d'une façon qui n'est pas facile à comprendre. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, voilà, des gens connus, ceux-là aussi sont connus. Alors, cette ressemblance entre les parents et les enfants était bien présente à l'esprit du temps de Darwin. Mais à nous, elle nous paraît évidente aujourd'hui, mais elle n'était pas évidente autrefois. Je vous rappelle quand même qu'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les gens ont beaucoup bataillé pour savoir si le descendant était la créature, en quelque sorte, de sa mère ou de son père. Il y avait conflit entre les animalculistes qui pensaient que tout provenait du spermatozoïde et les ovistes qui pensaient que tout venait de l'œuf. Donc aujourd'hui, nous voyons les gens comme étant plus ou moins intermédiaires entre leurs parents, mais c'est une perception qui est quand même extrêmement modifiée par notre connaissance sociale. Et d'ailleurs, cette idée que les descendants sont intermédiaires entre les parents était celle de Darwin. Et cela ennuyait énormément Darwin. Parce que, en fait, je vais vous dire, ce n'est pas vrai. Les descendants ne sont pas intermédiaires entre leurs parents. C'est faux. Il y a ségrégation mendélienne. Ils possèdent certains gènes de leurs parents, mais ils ne les ont pas tous. À l'époque de Darwin, on ne connaissait pas les gènes mendéliens. Donc on pensait que les descendants étaient intermédiaires entre leurs parents. C'est pour ça que Darwin s'est fourvoyé sur les théories de l'hérédité. Il avait très bien compris que si les descendants étaient intermédiaires entre leurs parents, les variations disparaissaient. Lorsque vous mélangez de l'eau et de l'encre, vous obtenez du gris, mais vous n'obtenez plus la ségrégation de l'eau et de l'encre à la génération suivante. Vous avez tout mélangé, vous n'avez plus de variation. Darwin était très embarrassé. C'est l'une des raisons pour lesquelles Darwin a été l'un des grands défenseurs de la théorie de l'usage et du non-usage dans l'origine des variations dites héréditaires. Darwin croyait à l'hérédité des caractères acquis. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt des versions contemporaines. C'est de ça dont nous avons besoin. Alors, parmi les idées trompeuses que nous avons aussi sur la descendance, il y a cette idée d'arbre généalogique. Ça fait partie aussi de notre héritage culturel. Les descendants ressemblent à leurs ancêtres. Donc, la filiation biologique suggère plutôt que nous avons une infinité d'ancêtres. L'hérédité, ce n'est pas une affaire familiale. C'est une affaire de population. Un individu a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16, 32, 64, 128, 256. Au bout de 10 générations, nous avons donc 1000 ancêtres. Au bout de 20 générations, nous en avons 1 million. Au bout de 30 générations, nous en avons, en principe, 1 milliard. 30 générations, c'est le XIIe siècle. Par exemple, l'abbé Sugère, abbé de Saint-Denis, invente l'art gothique. C'est pas très loin. Mais de toute façon, 1000 ancêtres, 1 milliard d'ancêtres, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour notre famille. Parce que de toute façon, c'est aussi trop pour notre famille humaine. Il n'y avait pas 1 milliard d'individus à l'époque. Donc, quand je dis 1 milliard, c'est 1 milliard de filiations. Par exemple, si je prends l'individu qui est là, il n'a qu'une seule filiation en voie paternelle, strictement patrilinéaire, c'est celle qui est figurée en bleu. C'est celle du père, du père, du père, du père, du père, du père de son père. Celle qui correspond à l'idée de filiation patrimoniale. Pour nous, messieurs, c'est aussi la voie par laquelle arrive à transiter le chromosome Y que nous portons. Il a été transmis par les mâles. En rouge, nous avons la seule voie qui mène à des femelles de manière... Donc la seule voie matrilinéaire. La mère de 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 la personne qui est là. Elles n'ont pas de chromosome Y, elles ont des mitochondries. Par contre, les femelles transmettent les mitochondries, donc les femmes les transmettent aussi. Et puis pour le reste, les gènes s'égayent
dans ce réseau d'ancêtres. Alors, il y a évidemment énormément d'ancêtres que nous avons en commun. Peut-être pas dans notre passé immédiat, parce qu'en général, les croisements ne se font pas au hasard dans la société. On évite les croisements entre familles. Tous les anthropologues savent ça. Hein, c'est une question d'anthropologie structurale, donc je ne vais pas vous en parler. Mais par contre, en ce qui concerne le passé lointain, nous avons énormément d'ancêtres en commun. Nous sommes, quelque part, un échantillon d'une population, qui est la population de nos ancêtres. Alors ça, c'est en termes de filiation. La question, c'est de savoir qu'en est-il en termes génétiques. Parce que là, vous voyez, nous avons 1 milliard d'ancêtres, mais nous n'avons pas 1 milliard de gènes. Nous avons à peu près 20 000 gènes. Alors, je vais faire une petite simplification. Il y a ce qu'on appelle la recombinaison intragénique. Ça, c'est des trucs de spécialistes, on ne va pas en parler. Nous avons 20 000 gènes. Pour faire un être humain, il faut 20 000 gènes. C'est quand même pas mal, je dirais, hein, parce qu'il faut quand même réguler tout ça. Je vous avouerai que pour faire une mouche drosophile, il en faut 15 000. C'est aussi compliqué, une mouche drosophile, et la différence entre les deux, c'est la régulation génétique. Mais nous, il nous faut 20 000 gènes. Donc, vous voyez déjà que, alors là, je ne l'ai pas marqué, mais il y a 15 générations, nous avions 30 000 ancêtres, je crois. Nous avions déjà plus d'ancêtres que de gènes. Donc, en fait, un certain nombre d'individus sont nos ancêtres, mais nous n'avons pas de matériel héréditaire en commun avec eux. Si nous sommes le produit d'une population, ce n'est pas seulement à cause des multiples voies par lesquelles s'anastomosent les lignes de filiation de nos ancêtres, parce qu'ils se sont mariés avec des gens qui étaient leurs cousins très très éloignés, c'est aussi parce que certains des gènes qui ont été transmis à ce moment-là ne sont pas parvenus jusqu'à nous et qu'il y a une sorte de hasard à ce moment-là. Nous sommes vraiment, chacun d'entre nous, un échantillonnage au hasard des gènes qui sont dans la population. Je me permets de le dire parce que souvent, tout ce qui est lié à la descendance ancestrale, c'est très très fortement lié à des idées de, comment dire, d'identité en quelque sorte. Au niveau proximal, il n'y a pas de problème. Au niveau lointain, non. Au niveau lointain, non. Donc, les variations expriment la réalité de l'ensemble d'une population, elles ne sont pas l'expression d'une lignée isolée. Pour entrer un peu dans le détail, nous avons 23 paires de chromosomes. Il y a un H à chromosome, je me rends compte qu'il y a une faute d'orthographe là. 23 paires de chromosomes. Si nous prenons l'une de ces paires, chaque paire, en fait, elle est constituée d'un chromosome qui nous vient du père et d'un chromosome qui nous vient de la mère. Donc j'ai représenté celui qui venait de la mère en rouge et celui qui venait du père en bleu. Si on rentre dans les détails, le chromosome de la mère, c'est une sorte de chimère obtenue par recombinaison des chromosomes qu'elle tenait elle-même de notre grand-père et de notre grand-mère maternelle. Donc, lorsque un gène de la mère vient de la grand-mère maternelle, ce n'est pas celui qui vient du grand-père maternel. Du côté du grand-père, c'est la même chose. Du père, c'est la même chose. Donc, vous voyez, si nous prenons l'entièreté de notre bagage génétique de l'un d'entre nous, la moitié de ces gènes viennent du père, l'autre de la mère. Ce sont deux séries parallèles, parfaitement dupliquées d'une certaine manière. Sauf que, donc nous avons la moitié des gènes en commun avec notre père ou avec notre mère, nous avons un quart de nos gènes en commun avec tel ou tel grand-père ou grand-mère, un huitième en commun avec tel arrière-grand-père ou arrière-grand-mère. Donc, au fur et à mesure que nos ancêtres se multiplient dans le temps, notre parenté avec eux diminue. Alors, pour continuer avec ce qui nous relie à nos ancêtres, si nous prenons donc un couple de gènes, celui qui vient du père et de la mère, et que nous cherchons leur généalogie, nous trouverons qu'il y a un certain chemin à l'intérieur des lignées ancestrales qui mènent à nos ancêtres. Par exemple, pour ce gène-là, et ainsi de suite. Donc, des chemins qui vont parfois se regrouper, parfois
le gène que nous avons reçu en voie paternelle va retrouver le gène reçu en voie maternelle. Quand je dis parfois, je veux dire à tel moment dans le temps. Parce qu'en réalité, tous nos gènes se retrouvent à un moment donné être des copies du même gène ancêtre en suivant la voie paternelle et la voie maternelle. De ce point de vue-là, nous sommes en principe deux copies de deux chemins qui partent d'une série d'ancêtres qui sont différents pour chacun des gènes, mais qui se réunissent en nous. Donc, comme je vous disais, à la fin de la guerre de 100 ans, par exemple, si nous prenons nos ancêtres de la fin de la guerre de 100 ans, nous n'avons que 5% de chance de partager un gène avec un membre de un de nos ancêtres. Alors, est-ce que cela correspond à l'image que nous aurions si nous pouvions lire notre génome, ou plutôt notre double génome? Alors, en fait, là, ici, j'ai un petit peu exagéré la différence entre ce que nous avons de notre père et notre mère. Le génome d'un homme, il comprend 3 milliards de nucléotides. Sur ces 3 milliards, 2 séquences prises au hasard montrent environ une différence tous les 1000 nucléotides. Donc, vous voyez que ça fait environ 3 millions de sites variables chez un individu. Donc, 3 millions de sites variables chez un individu, ça fait un nombre inimaginable de génotypes potentiels. Ce chiffre inimaginable, il implique qu'il n'y a pas deux êtres humains qui ont le même génotype. Non seulement il n'y a pas deux êtres humains qui ont le même génotype, mais il n'y a pas vraisemblablement deux êtres vivants sur Terre qui ont le même génotype ou qui auront le même génotype qu'un autre organisme ayant vécu à une période différente, avant ou après. Nous sommes réellement uniques de ce point de vue. Alors, pour rabaisser un petit peu le narcissisme de l'humanité, comme disait Freud, et rappeler que nous sommes dans un monde matériel, il faudrait que je vous dise quand même que ces 3 milliards de nucléotides qu'il y a dans notre ADN, en fait, la plupart ne servent pas à grand-chose. Il y en a bien la moitié qui sont des rétrovirus. Une bonne partie du reste sont d'autres types d'éléments transposables. Des rétrovirus, vous voyez ce que c'est, ce sont des virus à ARN qui se transforment en ADN, qui s'insèrent à l'intérieur des chromosomes. Et puis, comme ils peuvent être invasifs, ils peuvent aller envahir les chromosomes un peu plus loin. Ils peuvent voyager d'un chromosome à l'autre. Ces rétrovirus ne nous font pas grand mal. Ils gardent d'ailleurs la structure des chromosomes telle qu'elle est. Et souvent, d'ailleurs, ces rétrovirus ont été utilisés, recrutés en quelque sorte, par la sélection naturelle pour contribuer à l'adaptation de l'espèce. Je ne citerai qu'un seul cas. Un élément transposable comme ça, un gène sauteur qui existe chez la drosophile, le matériel génétique bien connu, est utilisé au bout des chromosomes pour empêcher que l'ADN se débobine, ce qu'on appelle un télomère en termes de généticiens. Donc, ces éléments transposables qui sont des éléments exogènes ont été utilisés par l'évolution pour améliorer. Ils ont été utilisés finalement comme un matériau, une source de mutation qu'on pouvait utiliser pour améliorer l'adaptation des espèces. Alors en fait, si on élimine l'ensemble de cet ADN dont on n'est pas sûr qu'il serve à grand-chose, c'est-à-dire tout l'ADN qui ne sert pas à coder des protéines, des enzymes, des protéines de structure, en fait, il ne nous reste plus que 1,5% du génome. Ça fait quand même 3 puissance 45 000 différences. Ce 1%, lui, il est très très important. Je vous disais que chez la drosophile, il y a à peu près le même nombre de gènes que chez un être humain. Il faut à peu près autant de gènes chez la drosophile pour faire une drosophile que pour faire un être humain. Eh bien, le génome d'un drosophile est 20 fois plus petit que celui de l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de cet ADN poubelle, en quelque sorte, comme certaines personnes l'appellent, qui s'insère entre les gènes.
Donc si nous prenons l'ADN qui code vraiment pour des parties sensibles, adaptatives, certainement, du génome, nous trouvons quand même un chiffre de variation qui est absolument astronomique. Même à ce niveau-là, nous sommes tous uniques. Alors, quelle est l'origine de ces variations? Alors, d'abord, il faut dire quelque chose, c'est que les espèces vivantes diffèrent énormément par leur niveau de polymorphisme moléculaire. Certaines sont très variables, comme par exemple les drosophiles. Quand je dis très variables, je voudrais dire qu'elles sont plus variables que nous. Certaines ne sont pas variables du tout. Il est connu que le guépard n'a pratiquement aucun polymorphisme génétique. La variabilité, en effet, dépend de l'histoire des populations. C'est pourquoi, dans le troisième de ces cours, j'essaierai de vous expliquer sur un exemple concret comment on arrive à reconstituer l'histoire d'une population à partir des archives qu'on trouve dans l'ADN. L'humanité, elle a la variabilité d'une espèce qui aurait vécu une explosion démographique il y a 3000 générations. 3000 générations, c'est la sortie d'Afrique pour certaines populations, mais c'est aussi une explosion démographique à l'intérieur de l'Afrique. À partir d'une population beaucoup plus petite qui aurait environ 10 000 individus. Et le guépard, il a la variabilité d'une espèce qui aurait vécu récemment ce qu'on appelle un goulot d'étranglement démographique et qui a manqué de s'éteindre. Un auteur qui a été très très important pour interpréter ces résultats, en plus de Maleko, c'est un autre mathématicien, un japonais qui s'appelle Moto Kimura. En 1968, il a émis une théorie, la théorie neutraliste de l'évolution moléculaire, selon laquelle, en l'absence de sélection naturelle, l'évolution ne produirait qu'un taux continu de changement dépendant seulement du taux de mutation. Alors, il a calculé que entre le moment où apparaît une mutation et le moment où elle s'est fixée, s'écoule un temps très long, qui est 4NE. Le NE, c'est le NE dont je parlais tout à l'heure. Et qu'entre deux événements de remplacement dans un gène, d'un nucléotide, s'écoulait un temps égal au taux de mutation. À l'inverse du taux de mutation, exactement. C'est très important parce que ce qu'il a montré, en fait, c'est que s'il n'y a pas de sélection, l'évolution serait non pas quelque chose de fixe sur le plan génétique, mais ce serait un écoulement continu, un changement continu. Alors, cette théorie neutraliste de l'évolution moléculaire, elle ne s'applique pas à tous les changements moléculaires, mais elle s'applique, il faut reconnaître, à une majorité de changements moléculaires. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le génome humain, il y avait 3 milliards de nucléotides, dont 1 pour 1000 était variable, et que seulement 1,5% de ces nucléotides codaient pour des protéines de structure ou des protéines catalytiques. Vous comprenez bien que la plupart des changements auxquels que nous allons mesurer seront des changements qui seront neutres du point de vue de la sélection, c'est-à-dire qui ne donnent pas prise à la sélection naturelle. Paradoxalement, c'est un résultat qui me sera très important pour vous parler de la manière dont on étudie la sélection naturelle aujourd'hui. Donc, conséquence inattendue de cette théorie, l'alternative à la théorie darwinienne de la sélection naturelle n'est pas la fixité des espèces, mais leur variation génétique continue. C'est cette prédiction qui nous permet de construire des arbres moléculaires. Vous avez dû voir ici des gens vous montrer des arbres moléculaires dont vous connaissez tous l'histoire du monde vivant, qu'on a pu reconstituer. Le monde vivant, je vous rappelle, il est constitué de 3 branches principales, les eubactéries, les archéobactéries et les eucaryotes. Et parmi ces eucaryotes, il y a les êtres privilégiés que nous aimons bien, ce sont les animaux, les plantes et les champignons. Ça, c'est l'histoire du monde vivant reconstituée par
l'information génétique des espèces. Nous pouvons reconstituer cette histoire à partir du moment où nous disposons d'outils comme la théorie neutraliste de l'évolution moléculaire, qui nous permet de transformer, à peu près, mais je ne veux pas ici rentrer dans les détails, les changements génétiques en écoulement de temps. Alors, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que nous observons des variations entre nous. Elles sont visibles. Ces variations, pour autant qu'elles sont neutres, elles sont récentes. Les mutations qui s'égrègent dans une espèce sont des mutations récentes. Alors, c'est vrai qu'un million de générations de drosophiles, ça fait à peu près 100 000 ans, donc ça ferait 400 000 ans. Chez l'homme aussi, le dernier ancêtre commun de la variation, c'est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années. C'est vrai que ça fait beaucoup comme ça, mais ramené à l'histoire du temps géologique, ça nous montre que la variabilité qui caractérise notre espèce, elle est terriblement récente. C'est la variabilité qui s'est mise en place par des mutations. Certaines de ces mutations ont disparu, par hasard ou parce qu'elles étaient délétères, parce qu'elles étaient incompatibles avec la survie. Un petit nombre ont été fixés par la sélection naturelle et un grand nombre font les différences qui caractérisent chacun d'entre nous. Différences génétiques que vous connaissez au moins par les films policiers, en fait. Vous savez que les policiers sont toujours à la pointe du progrès, utilisent ces différences pour caractériser les individus. Alors, en conclusion, nous avons vu que toute variation génétique, pourvu qu'elle soit neutre, est récente. Que tout individu reflète la variété de sa population. Sa propre diversité est égale à la diversité de la population. Oublions les histoires familiales. Nous sommes un tirage, chacun d'entre nous, un tirage caractéristique de la population dont nous sommes issus. L'évolution neutre, et ça va être important pour les théories évolutives, est un changement continu selon une horloge. Alors j'appelle ça une horloge stochastique, parce que nos horloges à nous, nos pendules, elles font tic-tac de manière très continue. Mais l'horloge moléculaire, qui est due aux mutations, c'est comme un sablier, c'est comme des désintégrations radioactives. Ça crachote un petit peu de manière un peu discontinue. En tout cas, ça veut dire que l'alternative à la théorie de Darwin n'est pas la fixité des espèces, mais leur changement continuel. La diversité décroît avec la consanguinité, c'est une conséquence du fait que dans les petites populations, nos ancêtres sont récents, et donc la probabilité qu'il y ait eu une mutation entre le gène que nous obtenons de notre père et de notre mère, cette population, elle est faible. Et puis, c'est le résultat étonnant qui laisse rêveur, c'est que tout individu sur cette terre diffère génétiquement de tous les organismes qui l'ont précédé et de tous les organismes qui suivront. Là-dessus, peut-être que ça peut donner un peu de philosophie.